Binge Audio. Bonjour, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de Chaud Dedans enregistré en public au 104 à Paris au festival Empower. Salut le public. Alors, je dois dire que l'empowerment, ce mot anglais qui n'a pas vraiment de traduction en français, c'est un mot qui me parle beaucoup. On pourrait le traduire par gagner du pouvoir et de la puissance, généralement en se réappropriant les stéréotypes dont on est l'objet. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cet épisode, où l'on va parler évidemment du tabou que représente la ménopause, comment en faire une force et comment s'attaquer à l'agisme qui touche particulièrement les femmes dès qu'elles dépassent l'âge de 45 ans. Alors pourquoi un tel dégoût du corps des femmes qui prennent de l'âge? Pourquoi une telle honte quand on évoque la ménopause? Pour en discuter, je suis très bien entourée de Sophie Kuhn, créatrice du compte Instagram Ménopause Stories et autrice du livre Ménopausée et libre. D'ailleurs, j'ai vu que tu l'as ressorti sous le titre génial de Game is not over, O-V-A-I-R-E. J'adore. Et Anne Cutaia, autrice du documentaire Ménopositive, diffusé sur Teva, un film qui fait un très beau travail de déconstruction sur le regard que porte la société sur les femmes vieillissantes. Alors, je vais commencer par toi, Sophie. D'abord, je te tiens mon chapeau bas parce que tu as été une des premières à commencer à évoquer publiquement la ménopause, alors que on n'en parlait pas encore ni dans les médias ni dans les festivals d'ailleurs. Tu as été la première à dire on va pas se cacher, on va pas vivre ça en silence parce que quand même, c'est vrai, c'est un vrai chamboulement intime. Exactement. J'ai été un peu folle ce jour-là, mais je me suis lancée sur Instagram après avoir été placée en ménopause artificielle et après m'être rendue compte que je ne connaissais rien à la ménopause, ni même le mot. Le mot me parlait pas. Donc du coup, moi pudiquement, j'ai commencé à écrire sur des cahiers puisque je suis quelqu'un qui écrit. Et puis un jour, je me suis dit au bout de 4-5 cahiers que j'allais faire mon coming out et dire voilà, je suis en chemin. I'm going through the menopause. Et voilà comment est née Ménopause Stories. Et c'est vrai que tu étais une des premières. Alors on rappelle que être ménopausée, techniquement, c'est ne plus avoir ses règles pendant 1 an. Exactement. C'est un âge qu'on a appelé longtemps dans la littérature médicale l'âge critique. Oui. Sympa, comme on dit d'un blessé grave ou d'un malade qu'il est un stade critique. En fait, ça pourrait être la continuité naturelle des cycles que traversent les femmes, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'ai raconté que j'avais l'impression d'être catapultée dans une autre dimension, la dimension de la vieille femme, le jour où on m'a dit que j'étais en périménopause. Comment ça s'est passé pour toi ? Alors pour moi, ça a été différent puisque j'étais placée en ménopause artificielle parce que j'étais malade. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvée en ménopause par une piqûre. Et comme je savais même pas, en fait à l'époque, je savais même pas qu'il y avait la préménopause ni la périménopause. J'avais 47 ans comme toi à cette époque-là, et on me fait une piqûre et là tout est bloqué. Moi, dans ma tête, pour moi, la ménopause c'était juste l'arrêt des règles. Point. J'avais rien associé de plus. Donc du coup, au bout de 15 jours, je me retrouve avec des effets indésirables colossaux parce que là, c'est comme si tu te prenais la ménopause sans installation, tu te prends vraiment le mur. Ouais. Et là, je googleise parce que je me suis dit, c'est quoi ce bordel, quoi. Et là, je me retrouve face à d'abord tous les sites internet, tu sais, Google de l'époque, etc., qui te placent directement dans le champ médical, le traitement, le diagnostic, et puis surtout des visuels de femmes qui étaient hyper éthérés. J'avais l'impression de passer en convention obsèque. Et franchement, j'avoue qu'à 47 ans, en plus, moi, j'ai eu mon fils tard, 38 ans, donc il était encore en primaire et moi je suis toujours en sneakers et tout. Je me suis dit, il y a un bins, quoi, c'est quoi ce bordel? Et effectivement, t'es catapulté, tu comprends pas où t'es. Voilà, et ça c'est une question de regard, évidemment, regard sociétal sur la femme qui vieillit, on va y revenir. Anne, toi tu t'es posé la question assez tôt, à peine après 40 ans, de ce qui allait arriver à la périménopause. Explique-nous pourquoi tu t'es intéressée au sujet. C'est Teva, donc le diffuseur et coproducteur du film, qui m'a soumis l'idée de réfléchir à ce film. Ça m'a tout de suite parlé. Moi, je l'ai regardé vraiment d'un point de vue, pour le coup, féministe, en me disant que c'était vraiment, à mon sens, un des derniers sujets, des derniers territoires dont il fallait s'emparer pour vraiment garder le pouvoir jusqu'à la fin. Et l'agisme et la femme vieillissante, en tout cas, c'est vraiment des territoires dont les féministes se sont pas emparés dans les générations précédentes. Donc
continuant mon chemin de féministe, je me suis dit que c'était chouette. Et puis après, on a découlé une écriture que j'ai voulu joyeuse, intime, et s'écartant un peu du côté médical. Parce que comme le disait Sophie, c'est vrai que la ménopause, elle est souvent traitée d'un point de vue médical, et c'est bien autre chose, puisque finalement, c'est aussi quelle est la place de la femme ménopausée dans la société. Aujourd'hui, effectivement, je me rappelle, Sophie, qui est dans mon film, me disait, on a l'idée de la femme en train de tricoter sur son canapé. Bon, on peut tricoter, bien sûr, même dans le métro. Avant 50 ans. Mais en tout cas, la réalité, c'est que les femmes ménopausées aujourd'hui sont encore pleinement dans la vie active, et que c'est pas du tout des vieilles nanas, quoi. Alors, tu n'as pas eu à démarcher, donc, puisque c'est Eva qui t'a commandé le documentaire. Quelle a été la réaction, en revanche, de tes proches, de tes intimes, que tu montres d'ailleurs dans le film? J'ai eu la chance quand même d'être... donc l'idée du film, c'est que je suis partie de ce manque de transmission. Quelle était, pour moi en tout cas, qui ai grandi dans une famille entourée d'énormément de femmes, j'avais le sentiment d'avoir été briefée sur tout, que ce soit depuis l'adolescence jusqu'au moment où je suis devenue mère, j'ai été accompagnée, aiguillée. Donc, sur les règles, par exemple. Tout, la maternité, les règles, la sexualité. Et là, il y avait vraiment rien. Et quand je questionnais ma mère, je voyais bien qu'elle me regardait avec des yeux ronds en me disant, je sais pas, rien, quoi. C'était un non-sujet. Donc, je suis partie vraiment de ce truc-là, de ce vide abyssal, de la transmission qui ne se faisait pas, malgré le fait que j'étais dans une famille où le dialogue était possible. Donc je suis partie de ça, et je me suis dit, en fait, qui y a autour de moi? Je suis très entourée de femmes, et pareil, moi et mes amis, on pouvait parler de tout, mais ce sujet-là n'avait jamais été abordé. Comment on explique, pardon, je te coupe, le silence des mères? Parce que c'est vrai que moi, la mienne non plus, on n'a pas du tout parlé. Mais pourquoi? Je pense vraiment que le corps des femmes vieillissantes, il est oublié, effacé. Donc n'existant plus, il n'est pas sujet. Tu dis une chose très juste quand tu parles de l'intime. Il n'y a pas de parole intime à ce sujet, il n'y a pas d'écriture intime non plus. Quand j'ai commencé à écrire moi sur mes cahiers, donc je parlais d'intimité, et Ménopause Stories est un conte intime, intimiste, je dirais même limite intime vers l'universel. Et ça, je ne le trouvais nulle part. J'ai cherché vraiment des autrices. Même Simone de Beauvoir n'a pas vraiment réussi à s'emparer du sujet. C'est quelque chose qui est impensé. C'est même pas un non-sujet, c'est un sujet. La vieillesse, oui, au féminin. Ouais. Extrêmement difficile. Au-delà de la ménopause. Au-delà de la ménopause. Parce qu'en fait, on parle effectivement, tu vois, maintenant que j'ai exploré la ménopause, je me dis finalement le dernier tabou, c'est la naissance. Finalement, le moment où tu commences à rentrer vraiment dans une étape supérieure. Moi, j'ai toujours cherché des rôles modèles. J'ai cherché à entendre des sons, à sentir des choses, voir des images, tu vois, même des parfums, des choses. Et quand on parle des règles, il y a un florilège de mots pour parler des règles, etc. Quand on parle de la ménopause, il y en a pas, il y a plus rien. Tu voyais à l'époque, quand j'ai commencé ce travail, vraiment il y a 8 ans, il y avait rien dans la rue, il y avait pas comme aujourd'hui. Maintenant, les marques commencent à mettre ménopausée un peu partout, à parler du pro-age versus l'anti-âge, etc. Faut dire, il y a un business. Maintenant, il y a un business. À l'époque, quand j'ai commencé, il y avait rien, pas de son, pas d'image. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le lien intime qui, à ce moment-là, c'est comme si elle-même ne s'était pas autorisée à penser cela. Vraiment pas. On va revenir sur l'origine du mot parce que c'est très intéressant. Dans ce podcast, moi, j'ai raconté par le menu comment perdre ma fertilité avait signifié dans mon inconscient perdre ma féminité, ma baisabilité, disons le mot. Il y a quand même un sentiment très fort de perte pour nous. C'est aussi comme ça que c'est perçu par la société. C'est pas des plus, c'est des moins. Je pense que c'est ça qui cultive aussi le tabou. C'est que c'est vraiment le moment qui sacralise la perte, et c'est ça, je pense aussi, qui fait que la transmission intergénérationnelle n'existe pas. C'est que comment dire à ta fille qu'à un moment donné, elle va perdre ce qui a été construit pendant tant d'années. Et c'est ça c'est le paradigme, en fait. Il faut changer la façon d'appréhender la vieillesse. Et je pense, Sophie, toi comme moi, en fait, on n'avait pas envie d'autres enfants. Mais non. Le fait qu'il y ait ce coup près-là, le fait qu'on nous dise, voilà, vous êtes périménopausée, donc vous serez ménopausée, vous ne pourrez plus faire d'enfants, quelque part, c'est peut-être inscrit depuis des millénaires dans nos gènes que tout d'un coup, notre utilité sociale est remise en cause. Pour moi, ça n'a pas été ça, parce que moi, je voulais vraiment pas d'autres enfants, et au contraire, ça a été la liberté, parce que je me suis dit, en l'occurrence, moi, j'avais toujours peur de tomber enceinte.
Donc du coup, à partir du moment où tu sais que tu n'as plus d'enfants et que tu peux faire tout ce que tu veux sans avoir peur de tomber enceinte, c'est juste la liberté. En revanche, ce à quoi je m'attendais pas, puisque ça a été, très brutal, ça a été d'avoir ce regard sociétal sur moi, porté sur moi, comme si d'un coup, effectivement, je passais de l'autre côté. C'est ça qui m'a surtout... Parce que moi, je ne l'ai pas senti du tout. On l'entend souvent, ça, je passe de l'autre côté. On ne sait pas de l'autre côté de quoi. Enfin, c'est un peu vertigineux comme expression. C'est un peu, tu peux dire effectivement, comme tu parles de non-baisabilité ou de choses comme ça, c'est même au niveau du travail. D'un coup, au niveau du travail, ça y est, t'es devenu obsolète. T'es même plus senior, t'es senior plus, et t'as plus rien à donner, en fait. On a l'impression, c'est comme une obsolescence programmée. C'est ce qu'on te fait ressentir. Ouais, c'est ce qu'on te fait ressentir. Alors, tu disais tout à l'heure, Sophie, quand on fait des recherches sur Internet, donc voilà, quand on rentre dans cette phase-là, alors là, on a l'impression que le corps va partir totalement en sucette. C'est ce que tu racontes dans ton film. Anne, on va écouter un extrait. Troubles du cycle, bouffées de chaleur, sueur nocturne, troubles du sommeil, troubles de l'humeur, dépression, sécheresse vaginale, fuite urinaire, prise de poids, ostéoporose, douleurs articulaires. Entre symptômes de l'enfer et crise existentielle, c'est vrai qu'il y a de quoi te flipper. Il y a carrément de quoi flipper, hein. Carrément de quoi flipper. Alors heureusement, toutes les femmes n'ont pas ces symptômes, et en tout cas pas tous en même temps. Mais ce qui aggrave le sentiment de solitude à ce moment-là, c'est que finalement les médecins, ils sont assez peu accompagnants et même, je dirais, assez peu formés. Enfin, bon, j'englobe les gynécos dedans parce qu'ils sont pas toujours très à l'écoute. Mais en particulier, les médecins généralistes ne sont pas formés pour accompagner les femmes à ce moment-là. Les gynécologues non plus. Les gynécologues, ils sont en règle générale obstétriciens et ils sont formés très peu à la ménopause parce que la ménopause, c'est physiologique, c'est pas pathologique. Alors c'est physiologique quand c'est une ménopause naturelle, pas quand c'est une insuffisance ovarienne prématurée. Et là, c'est pathologique quand ça arrive avant 40 ans. Mais sinon, effectivement, ils sont pas formés. T'as fait exprès, Anne, de prendre tous les symptômes possibles, imaginables, ouais, comme une espèce de litanie. C'est une des premières séquences du film. L'idée, c'était vraiment ça, c'est de dire, ça fait très très peur. Donc partir de la peur pour vraiment arriver à déconstruire. Mais oui, j'ai un peu forcé le trait. Et toi, ça s'est passé comment pour toi en termes de symptômes physiologiques ? Eh bien donc, une fois que j'ai eu cette petite piqûre, où moi je pensais que c'était la liberté puisque j'aurais plus mes règles, je me suis retrouvée avec donc énormément de symptômes et très violents. Donc une sécheresse vaginale et même à tous les niveaux, en 10 jours, c'était juste aride. Il n'y a pas d'autre mot. Crocodile. Voilà, crocodile Dundee, le petit abricot séché qui se refermait sur soi, une fatigue complètement dingue. J'étais irascible, mais ça c'est mon côté naturel. Bon, donc rien de nouveau. En revanche, vraiment des douleurs articulaires, voire même une douleur au niveau du cœur. Enfin, j'avais l'impression que tous les muscles se resserraient et je me refermais. Et là, j'ai pas compris parce que j'ai eu l'impression que le corps se dirigeait lui-même vers quelque chose que je ne maîtrisais plus, comme si c'est le cerveau, quelque chose qui partait, un peu comme l'adolescence. Où là, t'as le corps qui explose tout seul et tu comprends pas. Et là, c'était pareil et je pouvais plus rien maîtriser. Donc, je me suis dit, c'est quoi? C'est Beans, quoi. Et donc là, à ce moment-là, tu fais quoi? Alors là, je vais à la pharmacie parce que je me suis dit, il faut quand même que je réussisse à trouver quelque chose. Bon, je rappelle le gynéco quand même en lui disant, c'est quoi cette merde de piqûre? Parce que c'est la piqûre de la mort. C'est quoi ce bordel? Et il me dit, de toute façon, il y avait les effets, quoi qu'il arrive, quoi. Et donc, je suis allée chercher des médocs et là, c'est là où j'ai commencé à googliser, quoi. Et du coup, toi, tu pouvais pas prendre un traitement puisque tu avais eu une ménopause artificielle. Donc, comment on fait pour gérer tout ça? En fait, j'ai commencé à chercher par moi-même, à voir quoi faire, et j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires. Alors, on parle de qui perd gagne. Moi, je parle dans mon livre de qui perd gagne. Là, j'ai gagné beaucoup, en revanche, à ce moment-là, parce que j'ai commencé à m'interroger sur qui suis-je vraiment. J'ai l'impression que le corps part quelque part. Hein. Et c'est là où j'ai commencé à m'interroger vraiment sur moi-même. Au moment où j'ai refermé la porte des cycles, j'ai commencé à essayer de comprendre en fait ce qui m'arrivait et à chercher à prendre soin de moi. Ça fait bien longtemps que j'avais pas autant pris soin de moi de toute ma vie. Ça a été finalement la plus belle période que de découvrir ce que c'était qu'être moi finalement. Être moi, être femme. Parce que la vraie question qui se pose au moment où tu passes à la ménopause, pour moi, c'est quelle femme suis-je? Puisque finalement, quand tu as tes règles, on te dit tu vas rentrer
dans le monde des femmes, quand tu les perds, tu passes pas quoi mec d'un coup. Je veux dire, même si on a des petits poils au menton et que et finalement il paraît que la silhouette devient un peu plus androgyne, enfin androïde plutôt. Quelle femme suis-je et quelle femme vais-je devenir? Et c'est là où j'ai trouvé la pleine puissance arriver en fait. Mais ce qui est quand même hallucinant, c'est le manque d'informations que l'on a, parce que en fait, on découvre en général qu'on est périménopausé en allant chez le gynéco, et ça tombe comme une forme de couperet. Toi, tu as rencontré pas mal de médecins, Anne, pour ton film. Pas tant que ça. Enfin, tu as rencontré une gynéco qui est très bien. Dans le film, il y a une gynéco et une ostéopathe. Donc elles sont au fait et elles accompagnent les femmes. Mais par exemple, il y a un truc que je me demande, c'est pourquoi il n'y a pas une consultation obligatoire à 45 ans pour dire aux femmes, voilà ce qui va vous arriver dans les années qui viennent, parce que parfois ça commence dès 45 ans. C'est ça qu'on ne sait pas. En fait. Oui, mais en fait, c'est ce que dit Laura Berlingot, là, donc la gynécologue qui est dans le film, c'est que finalement, et comme tu le disais Sophie, il y a très peu de médecins qui, si tu arrives à 45 ans dans le cabinet d'un gynécologue en lui décrivant des désagréments qui pourraient être des symptômes de périménopause, la plupart du temps, il va te répondre que tu n'es pas concerné, que tu n'as pas l'âge d'être ménopausé. En fait, on est quand même beaucoup sur l'idée que la ménopause, c'est 50 ans et que, en gros, les désagréments, c'est une poignée d'années autour. Mais moi, par exemple, à titre personnel, j'ai commencé à avoir ce qu'on a appelé des dérèglements hormonaux à 40 ans. Et c'est en faisant le film que finalement j'ai réussi à recouper toutes les informations. Et la réalité, c'est ça, c'est que à partir de 40 ans, les taux hormonaux sont variables, fluctuent, et qu'en fait la réalité de la ménopause, c'est que c'est un chemin et que ça tombe pas comme de tomber enceinte. C'est un chemin qui peut durer plus de 10 ans. Mais encore une fois, si on le savait. Et s'il y avait l'information qui était distribuée par les gynécos ou même les médecins généralistes, parce qu'on sait qu'en France, il n'y a pas des gynécos partout, ce serait pas vécu comme un tel bouleversement par énormément de femmes. Oui, puis de pouvoir justement adapter son alimentation plutôt, d'être consciente, voilà, qu'il y a plein de leviers en tout cas pour se faciliter un peu ce chemin-là en tout cas. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, il y a deux choses qui sont hyper importantes, même la base, c'est les règles hygiéno-diététiques. Donc, effectivement, c'est l'alimentation et le sport. Les règles hygiéno-diététiques? Ouais, hygiéno-diététique, vraiment, c'est la partie vraiment de l'hygiène de vie, finalement, qu'il faut revoir, repenser. Alors, pas comme un drama, mais vraiment, justement, dans l'empouvoirment, tout ce que ça va pouvoir t'apporter pour que tu puisses bien passer toutes les étapes. Donc, je mettrais effectivement tout ce qui est alimentation, tout ce qui est sport, gestion du stress, gestion du sommeil, et comprendre que chaque symptôme, en fait, nous envoie un signal de ce que nous devrions tenter de pouvoir prendre en charge. Mais en effet, les médecins, s'ils sont pas informés, c'est assez compliqué. Ouais. Oui, c'est un moment propice pour être à l'écoute de son corps et prendre davantage soin de soi via l'alimentation, via l'activité physique, etc. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur moment. Enfin, c'est un très grand moment de rendez-vous. C'est un rendez-vous, ouais. C'est peut-être le plus beau que j'ai jamais eu, donc c'est assez curieux de dire, mais là, peut-être aussi que pour une fois, j'avais le temps de penser à ça et de penser à moi. Je veux dire, mon fils est un peu plus grand maintenant, il a 17 ans, il va avoir 17 ans, mais le mari, ça y est, je veux dire, il vit un petit peu indépendamment maintenant aussi, et c'est le moment en fait. Si tu veux te projeter loin de ta monture, qu'est-ce que tu fais pour toi? Alors, je voudrais juste qu'on revienne sur l'origine du mot, parce que dans ton livre, tu parles de ce fameux médecin Charles de Gardanne qui a trouvé le mot ménopause. C'était en 1821. Est-ce que tu veux bien nous lire un extrait? Que veulent dire en effet ces mots temps critiques? Époque critique, âge de retour d'âge, déclin de l'âge, verte vieillesse, enfer des femmes, hiver des femmes, mort du sexe, etc. Ne se perd-on pas dans ce dédale de noms? C'est pour ça que le mot ménopause a été créé. Alors après, il accompagne ce mot qui, en effet, a le mérite de précisément mettre un terme sur cette période-là de changement physiologique et hormonal chez la femme. Mais alors, il accompagne de descriptions sympathiques. Alors, je te lis un extrait, encore une fois, de ton livre. Les traits du visage tirent vers le bas. Les mouvements vitaux tombent dans la langueur, la peau perd son coloris, sa douceur, sa souplesse, elle se ride et acquiert une teinte sombre, les cheveux perdent de leur couleur et de leur densité, la voix éprouve des altérations, les mamelles se flétrissent.
Et enfin, le corps entier tombe dans le dépérissement. Voilà. Alors, je rappelle, c'était 1821. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une image. Effectivement, hein, c'est un peu trash. Aujourd'hui, heureusement qu'on a les marques de cosméto qui nous donnent une ménopause empouvroirante, etc. Mais cela dit, quand on prend chacune des choses qu'il a décrites, ce sont chacun des symptômes que l'on peut retrouver. Perte de densité au niveau de la peau, la ptose, etc. La perte de densité au niveau des cheveux, une sécheresse, etc. Et lui, il le dépeint parce qu'effectivement, la femme avait un rôle sociétal, elle devait donner naissance. Une fois qu'elle ne donnait plus naissance, elle ne servait plus à la société, au même titre que les hommes qui eux-mêmes, par exemple, n'avaient pas le droit de se masturber. Ils devaient donner des petits soldats, donc ils n'avaient pas le droit de se masturber, de perdre la semence. Après 50 ans. Avant. Et pourquoi il ne devait pas aller vers les femmes de plus de 50 ans, même s'il les trouvait carrément bondantes? C'est parce qu'il devait surtout pas perdre le sperme. Donc à partir du moment où la femme avait 50 ans et était ménopausée, il fallait pas perdre la semence. Et donc, il fallait pas avoir d'orgasme. Et à l'époque, donc, on disait qu'il fallait avoir un orgasme avec une femme de plus de 50 ans, toutes les 3 semaines, voire carrément oublié. Voire on déconseillait aux femmes d'avoir une activité sexuelle. C'est ça. Parce qu'il y a cette espèce de tabou d'ailleurs qui perdure un peu, oui. Que une femme qui est mère par exemple d'une jeune femme de 25 ans ne doit surtout pas tomber enceinte en même temps. Ça c'est un truc qu'on n'aime pas trop non plus aujourd'hui, hein, mais à l'époque c'est vrai que c'était un tabou monstrueux. Mais ce portrait qu'il dresse, en fait évidemment ça nous fait sourire parce que c'était il y a 200 ans, mais c'est quand même pour assigner aussi la femme à un nouveau rôle, c'est-à-dire tu n'es plus regardable, tu n'es plus désirable, donc tu vas rentrer chez toi et puis maintenant tu vas être une grand-mère exemplaire, oui. Parce qu'à l'époque c'était quand même le destin de continuer à s'occuper de la famille. Donc c'est déjà un regard sociétal qui est très négatif sur les femmes qui vieillissent. Oui, effectivement, c'était un regard, en tout cas négatif. Le rôle qui leur était assigné était malgré tout, finalement, si on essaie d'y voir un peu du positif, un rôle de transmission. C'était elle qui donnait les règles, qui donnait les valeurs de la famille, etc. Pendant que la femme et le mari s'occupaient. Enfin, la femme, si les femmes travaillaient, hein, certaines femmes travaillaient vraiment beaucoup, mais le rôle de la grand-mère était un rôle malgré tout assez important. Et c'est ça qu'on appelle l'agisme aujourd'hui, qui, on le disait tout à l'heure, est un peu un impensé du féminisme, mais c'est le fait que à partir d'un certain âge, les femmes sont discriminées. Oui, la lutte, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est quand même aussi avec un curseur qui bouge. Finalement, ce que l'on est en train de se dire depuis tout à l'heure, puisqu'on a parlé de préménopause, toi, tu as commencé à sentir, Anne, à partir de 40 ans, les prémices. Ça peut arriver avant. Et on est aussi sur une espérance de vie qui s'allonge. Donc, globalement, nous, notre vie, on n'a plus du tout les mêmes curseurs. Donc, cet agisme, ce regard, ce prisme sociétal qui est posé devrait exploser. Oui, c'est vrai que pendant longtemps, la ménopause, c'était un peu l'antichambre de la mort, puisque les femmes ménopausées étaient aux prémices de la fin, alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, on appelait ça une grande partie. Les femmes vont passer une grande partie de leur vie ménopausées. Et néanmoins, alors je sais pas toi Sophie qui a pris la parole assez tôt sur ces sujets-là, mais moi par exemple quand j'ai commencé le podcast, on m'a dit mais pourquoi tu vas aller t'exposer là-dessus alors que tu ne fais pas ton âge, comme si faire son âge c'était vraiment une faute de mauvais goût absolue, et donc ça continue quand même à être une forme de stigmate. Est-ce que toi on t'a dit mais pourquoi tu portes la parole publiquement comme ça sur la ménopause? Ah bah oui, moi on me l'a dit, on m'a dit aussi tu vas sur Instagram en utilisant le même ménopause, t'es complètement taré. Si t'as 200 personnes qui te suivent, ça sera magistral. Tu te tires une balle dans le pied, tu retravailleras plus jamais, t'arriveras plus jamais à rien, t'es folle. Globalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis cachée du coup pour le sortir. Et quand je l'ai sorti, je l'ai annoncé à pratiquement personne. Ça veut dire qu'il y avait 50 personnes sur le compte, mes amis les plus proches. Mais j'y suis allée en me disant, c'est la fin de ma vie, quoi. Et aujourd'hui, tu as quand même un grand succès, on peut le dire, et beaucoup de femmes qui te remercient. Oui, et du monde entier, en plus. Ouais. De porter publiquement la parole. Sur ces sujets-là. Et d'ouvrir les champs, parce que j'interroge moi énormément les médecins. Je fais bouger les lignes, en fait, ouais. Alors on entend beaucoup dire que ça change quand même, qu'on voit de plus en plus de femmes de 50 ans dans les séries, dans les films, à la une des magazines, etc. Est-ce que c'est pas un peu un épiphénomène? Moi, je crois. J'ai le sentiment que c'est une sorte de petite vague, là, c'est vrai. Oui, puis il faut en mettre c'est un truc de façade, quoi, qui va. Mais pour que, je veux dire. Ça change pas l'agisme. Ça change pas. Je veux dire, on n'est déjà pas à la parité. Alors si en plus on parle de vieilles femmes. Non, je pense qu'on a encore du taf.
Ce qui serait canon, par exemple, si jamais j'envoyais mon CV dans un grand groupe, là j'ai 55 ans maintenant, et qu'on me dise « Ah, super, welcome !» Mais ça c'est pas encore gagné. Et puis c'est vrai que quand on regarde la presse féminine, même s'il y a Isabella Rossellini en une, dans le dossier Bien vieillir, il y a quand même Acceptez vos rides, et puis 3 pages plus loin, alors c'est quoi les nouvelles tendances de chirurgie esthétique, hein? C'est quand même les injonctions toujours contradictoires. Oui, puis on n'a pas de mal à mettre... quand j'ai fait une revue de presse pour le film, les 3/4 des magazines seniors, c'est pas du tout des seniors dessus, quoi. C'est pas du tout des seniors. T'as ça, et sinon, moi ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les femmes que l'on va mettre en avant sont toujours justement des femmes qui font pas leur âge, qui sont plutôt fines, qui sont plutôt oui, voilà, qui sont minces, ouais. Qui sont plutôt bien conservées, comme ça c'est horrible, ce mot. C'est le terme, bien conservé, comme des boîtes de conserve. C'est ce qu'on te dit, bien conservé, voilà. Donc résultat des courses, d'abord, est-ce que la femme lambda va se reconnaître là? C'est pas des femmes, toutes les femmes en fait. Ouais. C'est une certaine forme, mais c'est comme pour montrer, ok, il y a une ménopause performante. Là encore, on est dans la performance de la bonne ménopause. Et alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas les mêmes, enfin c'est pas qu'une impression d'ailleurs, qu'il n'y a pas les mêmes injonctions pour les hommes. Il y en a quelques-uns dans la salle, donc je les salue. Comme le dit l'autrice américaine Susan Sontag, l'âge fait mûrir les hommes alors qu'il fait vieillir les femmes. La différence est de taille. Oui. Alors que les hommes, ils sont pas exempts de petits soucis aussi, hein. Oui, puis en plus ils vivent l'andropause. Oui, mais aussi. mais ça c'est encore plus tabou que la ménopause. Anne, on voit pas beaucoup d'hommes dans ton doc. C'est un choix. Non, ouais, c'était un choix. Ça a été une question. Alors Teva m'a rien imposé, mais c'est vrai qu'ils m'ont dit mais il y a pas d'hommes. Et en fait, j'avais pas du tout envie. Je voyais pas trop l'intérêt d'avoir des hommes, étant donné que mon sujet était la ménopause, si ce n'est pour avoir un homme qui aurait pu dire oui. C'était quand même bizarre ce moment, je reconnaissais plus ma femme. Finalement, je suis restée avec elle. Et puis finalement, je l'aime quand même. Je me suis dit, ça va juste enfoncer des portes ouvertes. J'avais pas du tout envie. Et puis finalement, j'ai l'impression que ça manque pas. Et quand même, je dis qu'il n'y a pas du tout d'homme, pardon. S'il y en a quand même un, qui est un homme trans. Parce que je me suis quand même dit que c'était très important de pas écarter cette question-là et que j'étais vraiment curieuse de savoir comment ça se passait pour ces personnes-là. Et comment ça se passe? Et ben comment ça se passe? Comme pour nous en fait, comme pour les femmes cis, c'est au cas par cas. Mais a priori, la prise de testostérone, quand même, dans la 3/4 des cas. Des transitions, ouais. Ouais, pour les personnes qui transitionnent et qui décident de prendre de la testostérone, puisque chaque parcours de transition est personnel, est un choix individuel. Mais pour les personnes qui sont sous testostérone, la plupart du temps n'ont plus leurs règles, sauf cas. Il y a quand même des personnes qui ont continué à avoir leurs règles. Donc en fait, il n'y a pas de symptômes liés ou de troubles liés à la ménopause. Et alors dans ton film, tu abordes la sexualité, un sujet qui est parfois un peu sensible à la ménopause, parce que d'abord le rapport à notre corps il change, ça peut devenir aussi assez douloureux. Il y a 2 femmes qui en parlent de manière très forte dans ton film, c'est la chanteuse Lio et l'autrice Élise Thiebaud. On les écoute. J'ai plus du tout eu envie d'aucune introduction, même pas dans les oreilles, même pas d'un coton-tige en fait. Plus rien ne s'introduisait en moi, que moi avec moi. Les hommes me manquent pas du tout, Mes 10 petits doigts me connaissent tellement bien, mon Dieu, comment ils me rendent service. Si on accepte l'idée qu'on ne va pas avoir de la sexualité comme on en avait avant. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse aborder la sexualité autrement et nos désirs autrement. Avant tout, en tant que femme, puis en tant qu'homme quand même, quoi. À l'âge de 50 ans, ils bandent moins souvent, moins dur et moins longtemps. Donc ils pensent que c'est très grave, alors que ça l'est pas. Ça serait aussi pour eux l'occasion de découvrir une autre forme de sexualité plutôt que de se mettre à bander comme des cerfs au moment où leur compagne, elle, souffre de sécheresse vaginale. Ça va être la rencontre de la demi-molle et de la demi-sèche. Une horreur. La pire chose qu'on puisse faire. J'adore. La rencontre entre la demi-molle et la demi-sèche. Ça, c'est Élise Thiebaud. Élise, elle est incroyable. Tu as eu des témoignages forts parce que c'est là aussi que Lio a dit moi j'ai décidé de mettre une croix dessus. En fait, Lio, elle l'avait dit chez Augustin Trapenard dans l'émission Boomerang, et c'est là que en fait
Je l'avais entendu dire qu'elle avait arrêté, en tout cas, de relationner avec des hommes, enfin de relationner comme ça, sexuellement. Et j'avais trouvé ça super. Ouais, j'avais trouvé ça génial qu'elle puisse publiquement en parler comme ça. Et quand je l'ai contactée pour participer au film, elle était tout de suite partante et ravie, donc c'était chouette. Alors après, toutes les femmes n'ont pas envie de fermer la clé et jeter la clé. Hein. Ah non. Ça, c'est vraiment son choix, mais elle en parle vraiment merveilleusement bien. Mais c'est aussi un moment où les femmes peuvent se réapproprier leur corps et leurs désirs. Ça, c'est très important. Élise Thiebaud, elle dit, moi, je redécouvre mon corps sans règles, je redécouvre la nudité quand j'ai mes bouffées de chaleur. Tu disais tout à l'heure, c'est un moment de rencontre avec soi-même, en fait. Et à ce niveau-là aussi, au niveau de la sexualité. Oui, réappropriation totale. À partir du moment où il y a, par exemple, une sécheresse, aussi, par exemple, tout ce qui est au niveau du périnée, etc., il convient, normalement, effectivement, de prendre soin vraiment de cette partie-là. Donc, ça veut dire avoir des nouveaux gestes, avoir peut-être même des nouveaux produits aussi, aller voir le kiné pour vraiment remuscler, etc., maintenir. Et donc tout ça ouvre. Et moi, par exemple, je vais voir la kiné, mais avec la kiné, on parle que de cul. Ouais, clairement. Et c'est un moment aussi. Alors, si on a un partenaire depuis longtemps, il faut pas avoir peur de lui dire. Il va peut-être falloir qu'on change 2-3 trucs, quoi. Oui, ou alors déjà, c'est réussir à trouver les mots finalement, parce que nous-mêmes, comme on est en changement, déjà c'est le temps de le ressentir nous-mêmes, savoir poser les choses pour pouvoir après en reparler et ramener vers un nouveau chemin. Et surtout qu'il y a très peu de femmes qui en parlent à leur conjoint, en fait, de manière c'est pas évident, détendue et libérée. Ça, c'est un problème. Pouvoir mettre la sexualité sur le banc de l'intime, en tout cas dans un couple. De toute façon, je crois que les hétéros, ils ont encore quand même pas mal de taf à faire sur ce sujet-là. Ça, c'est sûr. Alors, on disait tout à l'heure en préparant cet enregistrement que peut-être les plus jeunes, les hommes plus jeunes étaient plus au fait, en fait. Moi, j'en suis persuadée. Ouais, je pense que nous, là, notre génération, on est un peu les derniers dinosaures. Je parle de notre génération, les 70-80, là. Ouais, je pense qu'on est les derniers dinosaures, ouais, que les générations, enfin la génération qui arrive derrière, je pense que ils pensent les choses différemment. Mais c'est vrai qu'un grand pas, ce serait qu'on puisse en parler tranquillement à nos conjoints, avec nos amis, au boulot. Alors ça, c'est pas gagné, parce que c'est quand même très compliqué d'aborder ça au travail, Sophie. Ouais, effectivement. Le travail, c'est encore autre chose. À qui en parler, comment justement ne pas se sentir en plein dépérissement là pour le coup, c'est compliqué. Parce qu'on peut pas nier que certains symptômes sont hyper invalidants au niveau du boulot, notamment quand on a un problème d'insomnie, un problème de trouble de mémoire, enfin vraiment tout ce qui est ce qu'on appelle brain fog, le brouillard cérébral, tout ça c'est hyper impactant, des douleurs musculaires. Par exemple, si on est infirmière où on doit porter des charges et qu'on a des douleurs articulaires extrêmement fortes, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont à remettre en perspective. Alors, il faut rappeler quand même que c'est vrai qu'il peut y avoir des symptômes invalidants, mais que d'abord il y a des traitements. Alors pour ceux qui peuvent, et qu'ensuite ça ne dure pas. Enfin, je veux dire, il faut aussi peut-être expliquer que la transition vers la ménopause c'est douloureux parce qu'il y a plein de changements physiologiques, mais c'est pas à vie. Enfin, donc faut pas paniquer en fait quand on commence à se dire merde, effectivement j'ai mal dans les articulations, j'ai de la confusion mentale, etc. C'est pas pour forever, quoi. C'est pas pour toujours. Il y a un moment où ça cesse. T'as complètement raison. Là où c'est compliqué, c'est justement que comme on n'est pas informé, on ne sait pas et ça nous tombe dessus. Donc on comprend plus ce qui se passe. Effectivement, il y a différentes formes de solutions, que ce soit le traitement ou d'autres solutions. Il y en a. Donc effectivement, on peut être complètement amené vers un chemin apaisé. Et, voilà, bien sûr. Mais pour continuer sur l'histoire du travail, dans ton livre, tu rappelles que seule une femme sur 10 en préménopause serait prête à en parler à son supérieur hiérarchique. Moi qui bosse dans une grande boîte, c'est vrai que quand j'en parle, en plus c'est des open space, je peux te dire que le niveau sonore de la discussion baisse énormément. Parce que c'est encore un truc très honteux, quoi. Et les femmes d'elles-mêmes, moi, me disent qu'elles n'aimeraient pas en parler parce qu'elles auraient peur d'être stigmatisées. Quand elles disent, par exemple, à 50 ou 55 ans, je suis déjà bien contente d'avoir mon job, j'aurais peur de le perdre, je préfère fermer ma gueule.
Alors qu'en fait, il y a plein de solutions qui peuvent s'offrir à elles. Déjà, on est en télétravail, on peut avoir une flexibilité, il y a pas mal de choses qui pourraient être carrément étudiées. Et si c'était finalement dans le langage courant que, bah oui, les femmes ménopausées ont des bouffées de chaleur, bon, et alors, parce que pour certaines femmes, c'est très invalidant aussi, donc elles peuvent avoir besoin de le vivre pleinement. Dans la série Borgen, t'as vu, je sais pas si juste de pouvoir en parler, en fait. Bah, le vivre, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas une honte, c'est bon, on peut rigoler, prendre l'éventail, avoir besoin d'un coup d'eau fraîche, on fait une pause et puis on reprend son esprit. Je veux dire, c'est pas compliqué. Et puisqu'on parle d'empowerment, puisque c'est le thème du festival, on peut parler des aspects positifs. Alors on l'a évoqué brièvement, mais le fait que ce soit une libération quand même d'arriver aussi à la ménopause, c'est-à-dire que on n'a plus ses règles, on n'a plus peur d'être enceinte, donc ça peut vraiment être libératoire en fait. Si on n'a pas des symptômes trop invalidants, encore une fois. Alors moi, le premier symptôme positif, et je semblais un peu dur, mais je me dis, si on arrive à l'âge médian, qui est 51 ans à la ménopause, et qu'on est en bonne santé, qu'on est là, bah, c'est la chose la plus positive du monde. Parce que personnellement, moi, j'ai des amis qui ne sont plus là pour dire, je serai ménopausée un jour, voilà. Donc, c'est qu'on est en vie et on a encore plein de choses à faire. Ensuite, effectivement, c'est cette pleine puissance c'est comme si on était en haut d'un promontoire, quelle que soit la vie qu'on ait eue. On a eu des putains de réussites. Regarder en permanence du côté de voilà ce que je perds, c'est ne pas ouvrir la porte vers tout ce que l'on a réussi. Et on a toutes réussi des choses, même si de toute façon on a toutes morflé. Faut se le dire aussi, parce que ce qui est incroyable à 50 ans, moi là maintenant, j'ai plein de femmes qui me parlent, et puis même les copines aussi qui commencent à me raconter leur vie vraiment. Et en fait, on a toutes eu notre lot, quoi qu'il arrive. Donc, se dire qu'on s'est super bien battu et regarder tout ce qu'on a fait, et tout ça donne une force de dingue pour continuer à frayer le reste du chemin, quoi. Je trouve. C'est aussi, Anne, le message un peu de ton film. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Ménopositive. Ouais. C'est parce que, au final, ça peut être une période positive, tout simplement. Ouais, et libératrice. C'est sûr que finalement, si on regarde le moment pour celles qui auront décidé d'avoir des enfants, tout ce moment de la maternité où quand même on est dans des vies qui sont extrêmement prenante et où il faut être la bonne mère, la bonne compagne, la bonne meuf, avoir un super taf et puis faire plein d'activités tout le temps avec tes gamins. Enfin, une espèce de truc où en fait la vie te roule dessus, et quand même j'ai l'impression que avec le temps on se connaît mieux. Si effectivement on a la chance d'être en bonne santé et tout, on a quand même une grande connaissance de soi, et peut-être aussi qu'on a moins la pression de devoir cocher toutes les cases, sortir du champ aussi de la baisabilité à tout prix, de pas être tout le temps là, voilà, de sortir un peu du champ de la bonne meuf, quoi. Ça fait du bien, en fait. Il y a une espèce de repos qui permet de mettre aussi cette énergie-là dans un endroit plus tourné vers soi. Et effectivement, je pense que c'est courant, et ça va l'être de plus en plus, de femmes qui se réinventent une vie à 50 ans, quoi. Je voudrais rappeler quelques chiffres. Il y a 14 millions de femmes en France qui sont ménopausées, donc ça fait pas mal. Et tous les ans, il y a 500 000 femmes qui rentrent dans le club, ménopausées. Voilà. Donc effectivement, on est très nombreuses. La parole qui se libère en ce moment, quand même, on le voit dans les médias mainstream, on en parle beaucoup. Ça peut faire changer le regard très négatif sur les femmes ménopausées, tu penses ? Oui, parce que elles viennent, en tout cas moi, elles viennent me parler vraiment. Alors si notamment elles ont un regard très négatif, elles viennent me le dire. Hier soir, j'en ai même une trop mignonne qui m'a dit j'ai tellement de choses que j'ai écrit, j'aimerais vous les envoyer. En fait, elle ça y est, elle pose les mots, et le fait d'avoir des solutions et de voir d'autres femmes qui répondent, elles se sentent pas seules. Et on n'est pas seuls. 14 millions, et 500 000 femmes par an. C'est là aussi, quand tu te rends compte du nombre, tu dis ouais, ok. Parce qu'au début, quand moi j'ai commencé, je pensais qu'on était, je sais pas, vu qu'on n'était pas représentés dans la rue, nulle part, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait rien, il n'y avait pas de voix. Donc je pensais que j'étais pas un peu toute seule, mais même mes copines m'ont fermé la porte. C'est-à-dire, elles voulaient pas en parler ? Du tout. Pour aller faire la fête, ça, il y avait du monde, mais alors pour aller en parler, il n'y avait personne. Et toi, tu penses qu'on va arriver à changer le regard sur les femmes ménopausées ? Moi, je pense surtout que ce que je souhaite qui change, c'est qu'on arrête de penser que la ménopause est un problème de bonne femme. C'est pas du tout un problème de bonne femme, c'est un problème sociétal, et que si collectivement on arrive à regarder ça pour ce qu'il est et pas ce qu'on y projette, ça remet les choses à leur place, en fait.
Moi, j'ai plutôt coutume de penser que de dire même que la ménopause, c'est la vie. C'est tout. C'est un cycle de la vie, en tout cas. Donc voilà, c'est la vie, point, quoi. C'est juste une étape supplémentaire, voilà. C'est sûr. C'est ça. Un cycle. Moi, je trouve que c'est un mot de la fin qui est pas mal. On dit que c'est le mot de la fin. Bon, merci beaucoup à toutes les deux. Merci à tous pour votre écoute attentive. Vous avez été super. Chaud dedans est coproduit par Binge Audio. Vous pouvez évidemment retrouver les 11 épisodes précédents sur toutes les plateformes. Merci à Lorraine Bess pour la préparation de cet épisode. Merci au festival Empower pour leur invitation. À très vite.